Bonjour. Le temps que ma première slide apparaisse, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je ne pensais pas que... Merci. Il y aurait autant de monde pour se lever un dimanche matin dans le froid, mais en fait, bravo, vous êtes très courageux et vous n'allez pas le regretter. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de rumeurs et de propagation d'informations, de fausses informations aussi parfois. Et c'est un sujet que j'ai commencé à étudier il y a 4-5 ans. Et c'est intéressant parce que seulement 4-5 ans, en fait, à l'origine, je travaillais sur un thème qui était un petit peu différent, qui est le déplacement des foules. Et vous pouvez vous demander tout de suite, en fait, c'est quoi le rapport exactement entre le déplacement des foules et la propagation des rumeurs? On se dit qu'il y a peut-être un lien, mais on ne voit pas exactement de quoi il s'agit. Alors je vais commencer juste par vous raconter comment j'ai fait cette transition, puis ça va vous aider à mieux comprendre après de quoi il s'agit. Donc moi, j'ai fait mon doctorat il y a une dizaine d'années, dans cette belle ville que beaucoup d'entre vous ont reconnue, c'est Toulouse. Donc ça, c'est la place du Capitole avec le bâtiment du Capitole. Et mon quotidien de doctorant était un peu bizarre, parce que en fait, je partais le matin avec une caméra et un trépied, et puis ma mission, c'était de faire des films de foule. Je devais enregistrer les foules, donc je devais trouver des endroits intéressants pour filmer la foule, pour pouvoir faire mes analyses. Et par exemple, une fois, j'ai trouvé une petite entrée cachée qui m'a permis de me poster ici sur le toit du Capitole. Et donc j'ai pu filmer les foules qui passaient sur la place du Capitole. J'étais très content là-haut. Donc je faisais des films par exemple qui ressemblent à ça. Ça, c'est une vue depuis le toit du Capitole. Et ensuite, je rentrais à mon labo avec mes vidéos et puis j'analysais ces vidéos pour essayer de comprendre comment se déplacent les piétons, comment ils interagissent et qu'est-ce que ça a produit à l'échelle de la foule. Une partie importante de mon travail concernait également l'étude des grands rassemblements. Donc là, vous avez une illustration qui est assez impressionnante, c'est le pèlerinage musulman à la Mecque, qui est un des plus grands rassemblements humains qui existent. Vous avez 3 millions de personnes tous les ans qui se rassemblent à la Mecque. Donc là, on récupérait des vidéosurveillances comme celle-ci, puis on allait étudier le déplacement des gens, le comportement de la foule d'une manière générale. Ici, un autre exemple. Il s'agit d'un cas qui est très étudié dans la littérature scientifique. C'est un accident qui s'est produit pendant un festival de musique, qui est celui de la Love Parade en 2010, et qui a fait 21 victimes à Duisbourg, en Allemagne. Donc voilà, ça c'était mon quotidien, c'était ma routine. Donc je récupérais des vidéosurveillances, soit des piétons dans la rue dans notre quotidien, soit des foules pendant les rassemblements, et puis je faisais mes analyses. Alors, la première fois que je me suis posé la question de la propagation des rumeurs, et c'est là que la transition va se produire, c'était c'était exactement le 15 novembre 2015. Alors c'est peut-être une date qui vous dit quelque chose, le 15 novembre 2015. C'était 2 jours après le 13 novembre 2015. Et le 13 novembre 2015, ce sont les attentats du Bataclan. Et ce jour-là, donc 2 jours après les attentats, je reçois beaucoup de coups de fil de la part de mes amis et des mails de la part de mes collègues qui me disent « Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? C'est un mouvement de foule, ça te concerne. » Donc je n'avais pas vu, mais j'ai pu récupérer les images. Les voici. Donc ce qu'on a ici, c'est Paris, place de la République. Et on a une foule qui s'est rassemblée après les attentats pour un recueillement devant la statue de Marianne. Et ce qui se passe, c'est que vous avez une personne dans la foule qui prend peur. On ne sait pas trop pourquoi, elle a vu quelque chose de suspect. Et puis elle s'enfuit. Et quand cette personne s'enfuit, les voisins qui la voient s'enfuir s'enfuient à leur tour. Et les voisins des voisins. Et les voisins des voisins des voisins. Et la panique, la fuite se propage comme ça de proche en proche à travers la foule. Et pour la première fois, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'on a quelque chose, c'est pas marrant du tout, mais c'est intéressant, parce qu'on a quelque chose ici qui est de l'ordre de la propagation d'une fausse information. Vous avez une fausse information, la présence d'un terroriste, qui a été perçu par une personne et qui s'est propagé à ses voisins, et puis aux voisins des voisins, et ainsi de suite. Ce genre de mouvement de panique, c'est quelque chose qui est devenu assez commun. Ici, je vous mets un autre exemple, c'est à Turin, sur la place San Carlo, pendant la diffusion d'un match de football, c'était en 2017. Et pareil, on a la même histoire, on a une fausse information, la présence d'un terroriste, qui va se propager à travers la foule. Et à chaque fois que l'information touche quelqu'un, eh ben, elle va modifier son comportement. Là, elle va provoquer un comportement de fuite. Et c'est la première fois que je commençais à me poser cette question de comprendre un peu comment se propage une fausse information à travers une foule. Donc là, on est vraiment dans une foule physique. Et la manière dont la propagation de cette information va déterminer le comportement des gens. Et j'étais dans cette transition, petit à petit, quand un nouvel événement s'est produit, qui a encore plus élargi mes perspectives. Il s'agissait des élections présidentielles américaines, en 2016.
Voilà une information qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, qui dit que le pape soutient la candidature de Donald Trump. C'est une information qui est fausse. C'est une fake news, comme on dit, donc une fausse information. Et de la même façon, comme cette information, vous en avez des milliers, voire des dizaines de milliers qui ont circulé sur les réseaux sociaux américains pendant la campagne présidentielle américaine. Et à nouveau, conceptuellement, on a le même scénario en fait. On a une fausse information qui arrive chez un individu ou plusieurs, et puis qui va se propager à ses voisins ou à ses amis, puis à ses amis, puis aux amis des amis, et ainsi de suite. Et à chaque fois que l'information touche quelqu'un, elle va modifier son comportement. Donc cette fois-ci, on n'est pas dans un comportement de fuite, on est dans un comportement de vote, mais conceptuellement, vous voyez qu'on est à peu près dans la même histoire. Et donc je me suis vraiment dit que pour comprendre comment se comporte une foule, et là on prend une foule maintenant au terme un petit peu plus général, ce n'est pas juste une foule de piétons, ça peut être une foule d'internautes aussi. Pour comprendre comment se comporte une foule, eh bien, il faut savoir quelles informations se propagent et comment elles se propagent. Et donc petit à petit, c'est à ce moment-là que j'ai fait une transition où je suis de moins en moins allé dans la rue avec ma caméra pour étudier le déplacement des piétons. Et de plus en plus, j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux avec mon ordinateur pour étudier la propagation des rumeurs. Mais c'est tout aussi intéressant et excitant. Et je vais rentrer un peu plus dans les détails et puis je vais vous montrer concrètement comment on fait ce genre d'études. Alors, moi, je travaille beaucoup sur Twitter, par exemple. Mes recherches, je les fais sur Twitter. C'est assez pratique parce que c'est un réseau social qui est ouvert. Donc, les données sont librement accessibles. Et comment on fait concrètement pour chasser une rumeur sur Twitter ou une information, qui peut être vraie ou qui peut être fausse? Eh bien, on prend un utilisateur au hasard et on attend que cet utilisateur envoie une information. Alors une information, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un message écrit, ça peut être un lien vers un site web ou vers une vidéo, ça peut être une photo, une information. Et puis on va regarder qui parmi ses amis ou parmi les followers de cette personne sur Twitter vont relayer l'information. Et puis on va faire pareil avec les amis des amis. Et puis avec les amis des amis des amis. Et on va continuer comme ça jusqu'au dernier maillon de la chaîne de propagation. On se retrouve avec un objet mathématique qui s'appelle un graphe de propagation, un arbre de propagation. On l'appelle aussi une cascade de propagation. Et ces cascades, elles sont très informatives. Elles peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur les informations qui circulent. Je vous en montre une en vrai. Voilà, ça c'est une vraie cascade de propagation qu'on a capturée sur Twitter. Donc le point rouge que vous voyez tout en haut, c'est l'initiateur de l'information. D'accord, donc c'est la personne qui a envoyé l'information en premier. Et puis tous les points beiges, ce sont des gens qui l'ont relayé. Et un trait entre deux points indique que les deux personnes sont connectées. Donc vous voyez que le premier a été relayé par je sais pas, une quinzaine de personnes, et puis ensuite par une vingtaine, et puis ça va dans tous les sens. Et on a ce graphe comme ça, qui est quelque chose qui est vraiment fantastique. Moi je trouve ça super, qu'on ne pouvait pas avoir, disons, il y a une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années. Ces graphes, on peut les caractériser. Celui-là, par exemple, il a une caractéristique, il est plutôt vertical. Ça veut dire que si vous regardez l'initiateur et si vous regardez le dernier maillon de la chaîne de propagation en bas, il y a quelque chose d'un peu vertical comme ça. Alors qu'on a d'autres cascades de propagation qui, elles, vont avoir une structure plutôt horizontale, où vous avez un initiateur qui est relayé par un grand nombre de personnes tout de suite, mais l'information ne va pas beaucoup plus loin. Gardez cette information de verticalité et horizontalité en tête, juste pour la prochaine slide. Donc ça, c'est ce genre de cascade, c'est une visualisation fantastique, mais c'est aussi très très utile. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un chercheur, il s'appelle Sinan Aral, il travaille au MIT, aux États-Unis. Et il a collecté des milliers, des dizaines de milliers de cascades d'informations sur Twitter. Il a fait quelque chose de très intéressant, il les a groupées. Il a mis d'un côté toutes les informations qui sont vraies, donc qui ont été vérifiées, et puis d'un autre côté, il a mis les informations qui sont fausses, celles qui sont définitivement des fake news. Et puis il s'est posé la question, est-ce que les cascades d'informations qu'on observe dans les deux groupes sont différentes? Est-ce qu'elles ont une structure différente? Et la réponse est oui, elles ont énormément de différences. Dans le groupe des fausses informations, par exemple, les cascades étaient beaucoup plus larges en taille, elles étaient beaucoup plus grandes, alors que dans le groupe des vraies informations, elles étaient plus petites, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Une autre mauvaise nouvelle, c'est que la propagation des fausses informations était beaucoup plus rapide, environ 6 fois plus rapide que dans le groupe des vraies informations. Les informations se propageaient plus longtemps quand elles sont fausses, et elles avaient des cascades plutôt verticales, alors que dans le groupe des vraies informations, les cascades étaient plutôt horizontales. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, parce qu'on voit que les fausses informations sont comme privilégiées sur les réseaux sociaux par rapport aux vraies informations. Il y a aussi une bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'il y a une différence entre les deux.
Et ça ouvre la porte à la détection de ces différences. Donc par exemple, Sinanara, il a un étudiant qui a développé un algorithme qui est bête et méchant, qui ne regarde même pas le contenu de l'information, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Cet algorithme regarde uniquement comment se propage l'information. Et pendant les premières heures de la propagation, l'algorithme va dire « Ok, cette information, elle a des caractéristiques qui sont typiques des fausses informations. » Donc l'algorithme va les classer comme fausses informations ou comme vraies informations. Et ça, c'est une classification qui peut être faite très rapidement. Alors pour l'instant, les premières versions de cet algorithme, donc là je vous parle de recherches qui ont été faites tout juste l'année dernière, ne sont pas encore suffisamment fiables. Hein. Là, le programme a environ 75% de classification correcte, ce qui laisse encore 25% d'erreurs, donc c'est trop d'erreurs, mais c'est quand même quelque chose qui est très positif. Pour l'avenir, on peut avoir un programme informatique qui regarde comment se propagent des informations et puis qui va aller les classer comme ça, si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Il y a un autre aspect de cette propagation d'informations que je trouve aussi fascinant, c'est le fait que l'information se déforme. Donc souvent, vous avez une information qui est introduite au début et qui est tout à fait vraie. Mais à mesure qu'elle se propage, elle devient fausse. On appelle ça une distorsion de l'information. Vous savez, c'est comme le jeu du téléphone où on a une petite histoire qu'on va passer à quelqu'un, et puis cette personne va le répéter à quelqu'un d'autre, qui va la répéter à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et puis au bout de la chaîne de propagation, on se retrouve avec une histoire qui est complètement différente. Quand c'est un petit jeu, c'est assez amusant, mais quand il s'agit d'une information sérieuse, ça peut devenir critique. Je vais vous montrer quelques exemples. Il y a un artiste, par exemple, qui s'appelle Clément Vallat. Et Clément Vallat, il a fait une œuvre d'art. Il a pris une personne et il lui a demandé de dessiner un trait vertical. Juste un trait vertical, le voilà. Et puis il a pris le dessin de cette personne et il l'a montré à quelqu'un d'autre. Il a demandé à la seconde personne si elle pouvait reproduire le dessin du premier, sans dire que c'était un trait vertical. La deuxième personne reproduit le dessin, ça ressemble aussi à peu près à un trait vertical, puis il prend le deuxième dessin et il le donne à une troisième personne en disant « Est-ce que tu peux le reproduire à nouveau ?» Et il continue comme ça et il crée une chaîne de propagation de 500 personnes. Et la question, c'est comment va se déformer ce trait vertical quand il est passé de proche en proche. Voilà la réponse. Deuxième personne, troisième personne, quatrième, vous voyez que ça se déforme, et puis là on accélère un peu, et vous voyez que le trait vertical n'est plus du tout un trait vertical, ça devient un petit peu n'importe quoi. La leçon que je veux vous faire passer ici, c'est que l'information se déforme à toute vitesse quand elle est propagée de bouche à oreille. Je vous donne un deuxième exemple que j'aime beaucoup. Cette fois-ci, c'est une information gestuelle. Donc vous avez ce monsieur qui montre un geste à cette dame. Donc c'est à peu près le geste d'une moto qu'on démarre. Et puis la dame doit juste reproduire ce geste, donc c'est une information, à une autre personne. Donc elle le déforme un petit peu, et puis lui, il doit la reproduire à une autre personne, et puis à une autre personne, et puis à une autre personne. La vidéo dure 1 minute, et puis je vais vous laisser apprécier un petit peu comment l'information se déforme. Vous voyez qu'on retrouve plus trop le mouvement de la moto. Lui, là, avec son pull jacquard, il va tout gâcher, regardez. Là, hop, là, il fait n'importe quoi. Et là, c'est devenu un salut militaire. Un salut militaire avec la tête qui bouge. Voilà, c'est juste un salut militaire. Il va y avoir une autre transition qui va se produire bientôt. Voilà. Salut militaire en dansant. Là, c'est la main en visière. Là, hop, la main sur le nez. Bon, allez, c'est presque terminé. Et voilà. Là, c'est comme ça que ça se termine. Donc vous voyez que si la chaîne est longue, ça peut devenir n'importe quoi. On est passé du démarrage de moto à une sorte de geste de clown. Donc ça, c'est marrant. Scientifiquement parlant, le premier qui s'est posé la question, qui s'est dit « Comment se déforme cette information? Est-ce qu'on peut mesurer, caractériser ça ?» Il s'appelait Frédéric Bartlett. C'était un psychologue dans les années 30. Et il a fait une petite ruse assez intéressante. Donc il a utilisé la propagation d'un dessin, sauf qu'il a pris des dessins issus d'une culture étrangère. Donc il avait par exemple une représentation d'un masque africain ou d'un hiéroglyphe égyptien. Et il a fait circuler ces dessins, donc en reproduisant ce qu'a fait le participant précédent, dans une chaîne de participants anglais. Et les participants anglais dans les années 30, ils ne connaissaient pas du tout ce genre de dessin, quoi. Donc ils étaient très fortement empreints de la culture occidentale. Et Frédéric Bartlett s'est rendu compte que lorsque le masque se propage, il se déforme. Lorsque le dessin du masque se propage, il se déforme. Mais il ne se déforme pas de manière aléatoire. Petit à petit, le dessin va s'imprégner de la culture occidentale. C'est-à-dire que, par exemple, le masque
va devenir progressivement un visage d'homme tout à fait standard, quelque chose que les participants connaissent. Le dessin du hiéroglyphe égyptien va devenir progressivement un dessin d'un petit chat à la façon de Disney, par exemple. Et en fait, la conclusion de Frédéric Bartlett, c'est que la déformation, ce n'est pas juste des erreurs de transmission aléatoires, comme pourrait l'avoir une machine ou un signal qui va être déformé. C'est quelque chose qui relève un peu plus d'un biais cognitif, qui va nous informer de ce que pense le groupe. En fait, la conclusion de Frédéric Bartlett, c'est que cette déformation reflète les préjugés du groupe. Ça, c'est une expérience que j'ai trouvée très intéressante. Et du coup, je vais terminer avec une de mes études à moi. Dans les exemples que je vous ai montrés précédemment, vous avez toujours quelque chose qui est un peu conceptuel, donc le trait vertical, le geste, ou bien les petits dessins. Et la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que ça donnerait dans la vraie vie? Donc on s'est intéressé à une polémique de santé publique qui est l'utilisation du triclosane. Alors le triclosane, c'est un produit chimique qu'on retrouve dans notre vie quotidienne, vous en avez peut-être chez vous aussi. C'est un truc qu'on trouve dans les produits ménagers, dans les savons ou dans les dentifrices par exemple. Et ce triclosane, il est suspect. Donc il existe des études qui montrent que c'est dangereux, que ça peut causer des allergies ou des cancers. Et puis il y a d'autres études qui montrent qu'en fait non, c'est inoffensif. Donc en gros, on ne sait pas. Il y a juste une grande incertitude et il n'y a absolument personne sur Terre qui pourrait vous dire objectivement si c'est dangereux ou non. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a compilé ces différentes études dans une petite fiche informative neutre qui montre à la fois les côtés dangereux et puis les études qui montrent que c'est inoffensif. On a tout ça dans une petite fiche et puis on va faire circuler cette fiche dans une chaîne de participants. Donc on la montre à un premier qui doit la répéter à un second, qui doit la répéter à un troisième, etc. Et on fait ça avec une chaîne de 10 participants. Vous voyez par exemple, juste pour information, que notre chaîne de 10 participants, ici sur l'axe des ordonnées, vous avez la taille du message qui est communiqué en nombre d'informations. Vous voyez que le premier participant communique environ une vingtaine d'informations au second, le second une douzaine, le troisième une dizaine, et puis très rapidement on se retrouve avec un message qui est très court, qui contient à peu près 5 informations. Donc la taille du message se réduit très vite. Pas seulement sa taille, aussi sa fiabilité. La couleur que vous voyez, ça représente la distorsion de l'information. Donc est-ce que c'est fiable ou non? Le premier participant donne un message qui est très fiable, mais vous voyez que très rapidement, le message se dégrade pour donner quelque chose qui est faux. En gros, si vous êtes à, disons, 2 étapes de la source, si vous êtes la personne numéro 3, vous allez recevoir un message qui est très court et majoritairement faux. D'où l'importance de revenir toujours à la source. On a fait la même manipulation que Frédéric Bartlett. On a trié nos participants. On leur a fait remplir un questionnaire et puis on a mis d'un côté les participants qui avaient des préjugés négatifs sur l'utilisation des produits chimiques dans la vie quotidienne. Et d'un autre côté, on a mis des participants qui n'avaient pas de préjugés négatifs. Et puis on a fait circuler le même message dans des chaînes, mais dans les deux groupes. Et avec préjugés et sans préjugés. Et on s'est rendu compte, et moi j'ai trouvé ça même trop facile, hein, c'était presque un peu choquant, on s'est rendu compte qu'effectivement, les préjugés du groupe avaient un impact majeur sur la déformation du message. Donc le même message qui circule dans une chaîne de gens qui ont des préjugés devient extrêmement alarmant, alors qu'il était neutre au début. Et ce message qui circule dans une chaîne de gens qui n'ont pas de préjugés devient plutôt neutre, voire sous-estime le danger. Et en fait, la conclusion de notre étude, c'est que chaque groupe va construire la vérité qu'il veut entendre en fonction de ses préjugés. Voilà, je termine rapidement pour juste vous donner un peu de futur, pour vous dire ce qu'on fait en ce moment. On a compris que la circulation de l'information, c'était quelque chose de déterminant pour anticiper le comportement des gens, l'opinion des gens, les mouvements de panique. Et en ce moment, par exemple, on va s'intéresser à la naissance des mouvements sociaux, comme les gilets jaunes. Et puis on va sur Twitter à nouveau, et puis on regarde la circulation des informations, qu'elles soient vraies ou fausses. Et puis on va essayer de caractériser la structuration des communautés autour de certaines informations et voir comment a pu naître le mouvement social juste à partir de la circulation des informations. Ça, c'est juste un petit bonus. C'est un ensemble de cascades de propagation sur Twitter d'individus qui ont tweeté avec le hashtag Gilets jaunes. Et donc, vous voyez qu'on se retrouve avec énormément d'informations. Et puis là, en ce moment, on essaye de démêler cette grosse pelote de laine pour essayer de voir comment se propage l'information. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse profiter un petit peu de cette dernière slide. Merci, Mehdi. Merci.